Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, l'Éducation nationale a publié l'arrêté sur le règlement intérieur des établissements scolaires. Le texte impose à l'ensemble des établissements d'accepter les signes religieux. Comment le document a-t-il été accueilli par le monde scolaire? Nous ferons le point dès le début de cette édition. Législative 2024, pas d'avancée dans la participation des femmes à la vie politique. Aucune femme n'a été investie tête de liste par les grandes coalitions. Toujours au chapitre politique, zoom sur la cité du rail, Thiès, la deuxième région qui regorge d'électeurs après Dakar. À la une également, un mort dans l'effondrement spectaculaire d'un immeuble à Ouakam, drame survenu hier. En milieu de journée, nos équipes sont retournées sur place pour comprendre les circonstances. En sport, succession d'Aliou Cissé, la Fédération sénégalaise de football affiche sa préférence pour l'expertise locale. Priorité aux techniciens sénégalais d'ici et d'ailleurs. L'Éducation nationale a rendu public l'arrêté sur le règlement intérieur des établissements scolaires. Rien de nouveau, comme l'avait dit le ministre de l'Éducation nationale sur cette antenne. Toutefois, le document a été attendu par le monde scolaire. Comment a-t-il été accueilli? Élément de réponse avec Habib Faye, reportage à l'école praticien, c'est dans la banlieue de Dakar. Depuis 3 ans, elle n'a pas changé son style vestimentaire. Élève au cours privé Les Praticiens, elle n'a pas subi le même sort que ses camarades de l'école Sainte-Bernadette. Dans cet établissement, chaque élève est libre de porter le voile et la croix sans entrave, selon le directeur. Cette acceptation de toute forme de croyance est la base de l'intégration de tous les élèves. Donc il n'y a pas de souci à notre niveau. C'est surtout dans les niveaux peut-être secondaires, à l'annexe où on identifie le plus les élèves voilés, mais elles n'ont aucun souci d'intégration. En tout cas, il n'y a pas d'interdiction à ce niveau. Quelles que soient les croyances des individus, je pense qu'il faut les respecter. Et maintenant, ne pas aller jusqu'à peut-être une certaine forme d'ostentation, ostentation qui serait excessive. Le communiqué du ministre de l'Éducation rassure les parents d'élèves. Nous sommes tous des Sénégalais, nous partageons pratiquement la patrie, nous partageons pratiquement le Sénégal. Nous sommes dans un même territoire. Donc il y a beaucoup de choses pratiquement que les Sénégalais pratiquement doivent comprendre. On doit l'accepter, c'est normal. La publication du communiqué du ministère de l'Éducation remet les pendules à l'heure. Désormais, la croix, le chapelet et le voile sont autorisés dans toutes les écoles du Sénégal. Le texte impose à l'ensemble des établissements d'accepter les signes religieux tant qu'ils ne nuisent pas à l'identification de l'élève. Synthèse avec Abdourahmane Diallo. C'est en tout 11 articles qui résument les fortes mesures prises dans cet arrêté qui fixe les principes directeurs auxquels doivent se conformer les règlements intérieurs des établissements publics et privés du Sénégal. L'article 5 du arrêté explique clairement comment sera réglementée la question du port du voile à l'école qui ne cesse de soulever de vives polémiques et dont beaucoup d'observateurs craignent qu'elle porte atteinte au vivre ensemble dans les écoles. Ce respect de la différence religieuse ne soustrait pas l'élève, excepté par des dispenses objectivement motivée de la participation aux activités pédagogiques et sportives obligatoires. Aussi, les règlements intérieurs doivent permettre d'assurer la sécurité et la santé dans la classe et hors de la classe, notamment avec la mise en place de mesures de prévention et de gestion des risques et dangers. Pour la discipline, il doit y avoir également l'établissement des règles claires concernant le port vestimentaire, le comportement, l'assiduité, la ponctualité, les punitions et les récompenses, l'acceptation de la mixité et le respect mutuel en vue de renforcer les valeurs de vivre ensemble. Il ne faut aucune entrave à la mixité dans l'utilisation de l'espace scolaire, y compris les tables bancs, les bancs publics,
les terrains sportifs excepté les toilettes et vestiaires. L'arrêté exige l'acceptation de formes de salutation autres que serrer la main, l'interdiction de toute forme de violence physique et verbale ou mot de harcèlement. Le ministre Moustapha Guirassy et ses services n'excluent pas des sanctions face à toute contravention aux dispositions du présent arrêté. Il faut rappeler que mardi dernier, une élève a été interdite de suivre des cours au cours Sainte-Bernadette pour avoir... Merci Abdurrahman, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. L'actualité, c'est aussi l'effondrement spectaculaire d'un immeuble à Ouakam, drame survenu hier, bilan un mort. Nos équipes sont retournées sur place aujourd'hui. Alassane Diop, Moudou Diop, Fat Bintou Conté. Hier, vers les coups de 13h, les habitants de Ouakam ont été avertis par le bruit assourdissant de l'effondrement d'une maison R+1. Un immeuble en réfection d'après le frère du propriétaire. C'était un bâtiment en réfection. Vous voyez l'emplacement des poteaux? Ils étaient installés partout. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas atteint un niveau supérieur. Dans ce tas de gravats est décédé un jeune garçon, Mamadou Mbalou, qui était à l'intérieur du bâtiment le jour des faits. Malheureusement, il n'y a pas échappé et a perdu la vie. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est un gardien, il paraît. Il vient ici le matin après son travail. Même s'il ne connaît pas le garçon en tant que tel, le frère du propriétaire de l'immeuble a tenu à présenter ses condoléances à la famille du disparu et par la même occasion présenter ses excuses aux voisins. On présente nos condoléances à sa famille. Je ne connais pas où il habite, mais je ferai tout pour le savoir et aller voir ses proches. Ils sont légion les effondrements de bâtiments dans la capitale et le plus souvent, des personnes y perdent leur vie. Dans l'actualité politique législative 2024, après Dakar, Thiès est la région qui regorge le plus d'électeurs. Toutes les grandes coalitions mèneront la bataille dans la cité du rail. La lutte s'annonce âpre, cher Anta Diop, c'est la tire. Élections législatives, les partis politiques et grandes coalitions se préparent. La bataille de Thiès est attendue. Certainement, la bataille de Thiès aura bien lieu parce que les coalitions qui sont en liste sont des coalitions qui ont une très grande envergure. Quand vous prenez des leaders comme Macky Sall qui dirige une coalition comme celle de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, quand vous prenez la liste de Khalifa Ababakar Sall, mais également celle présidentielle conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko, à Thiès, véritablement, ce sont des forces politiques qui ont une très forte présence ici. En tant qu'homme de terrain, en tant que journaliste. Pape Galosso ne veut pas trop s'avancer, préférant attendre l'approche des élections. On a constaté beaucoup de coalitions. Il n'y aura pas d'une grande envergure au niveau de Thiès. Concernant les leaders politiques qui sont à Thiès, Galosso estime que les Thiessois devraient travailler à mettre en place leur propre coalition. Malheureusement, pour nous, à Thiès, il n'y a pas un leadership qui s'impose. Aujourd'hui, on devrait avoir à Thiès une coalition née à Thiès, portée par un grand responsable, des acteurs politiques qui mènent le combat. On peut percevoir à Mbour, comme la coalition de Cheikh Issa Sall, à Tivaouane, il y a une coalition. Abdoulaye Dièye avait un vécu à Thiès. Et aujourd'hui, s'il était avec Amadou Ba, il devait continuer ce combat avec Amadou Ba pour peser lourd. Aussi, un exemple très défini. Il y a le maire de Thiès qui a rejoint le camp présidentiel. Pour passer pour autre aussi, soit un second plan, deuxième, troisième ou quatre. Il devait se présenter. Vu le contexte politique actuel, on peut assister certes à des changements avec la résurgence de certains partis politiques et mouvements à Thiès. Ça va se jouer, mais aussi à Thiès pratiquement, il y a bon nombre de leaders qui sont en disgrâce. Quand même, il faut dire que le PUR là, qui est avec Khalifa Sall, a aussi un ancrage très solide à Thiès et à Tivaouane. Mais dans ce combat, les coalitions ont entamé des discussions avec ces mouvements de jeunes et les manœuvres ont déjà commencé. Et lors de ces législatives, on ne notera pas d'avancée dans la lutte dans la participation des femmes à la vie politique. Aucune femme n'a été investie tête de liste par les grandes coalitions. Voyons tout cela avec Pape Faranik. Deux femmes, deux destins croisés. Elle, c'est Mariam Wanli,
première femme tête de liste et candidate à une élection présidentielle. Cette journaliste est la dernière femme à la tête d'une liste nationale aux élections anticipées, malheureusement recalée. Toutes deux déplorent qu'aucune femme ne soit tête de liste sur les 41 listes retenues. Ce qui s'est passé avec les femmes, c'est extraordinaire, parce qu'il y a un relâchement, il y a un recul. Il y a un recul avec les femmes. Nous, on a hérité des femmes qui ont lutté pour contre la colonisation. Skrine Konaré, Rose Basse, etc. Il y avait des femmes solides qui n'étaient pas là en tant que femmes, qui étaient là en tant que patriotes. Et ça, c'était ma crainte. Quand j'ai lancé mon mouvement politique MSK Dekaliaka, je voulais absolument faire la différence et montrer que les femmes sont capables. Que les femmes, quand elles entrent en politique, elles doivent absolument tenir le premier rôle, pas des rôles de second. Alors figurez-vous que pourquoi moi, ma liste MSA Dekaliaka n'a pas pu être déposée finalement. D'abord, il y a eu les problèmes de délai. C'était notre première participation et nous avons eu du mal à remplir cette liste nationale parce que nous n'avions pas d'hommes, assez d'hommes. L'ancienne secrétaire générale du Parti pour la Renaissance africaine estime que les femmes ont moins d'engagement manifeste dans beaucoup de domaines. C'est ce qui explique cet état de fait, selon elle. Qu'est-ce qu'on va faire pour que les femmes soient à la hauteur du siècle? Et ils ont commencé à organiser dans les quartiers des comités de réflexion et d'études. On réfléchissait sur tout ce qui se passe dans le monde. On avait des points de vue sur tout ce qui se passait dans le monde. On lisait les livres les plus importants et tout ça. Donc nous, on était à la hauteur. On n'avait pas de compétence par rapport aux hommes. Dans les partis, on militait. On avait le même niveau, sinon on était supérieur. Toutefois, ces braves dames prônent la mutualisation de toutes les forces féminines. Ce qui manque en réalité, c'est que les femmes travaillent pour les femmes. Cet esprit-là, nous n'avons pas encore, nous, au niveau de la gente féminine, nous n'avons pas encore pu l'inculquer. Il y a vraiment des initiatives qui se font de temps en temps, des manifestes qui se font. Nous avons toutes constaté que, par exemple, depuis que les nouveaux dirigeants sont arrivés dans ce pays, les femmes ne sont pas assez promues. Nous l'avons regretté, nous l'avons manifesté. Mais aujourd'hui, sur le plan politique, les femmes ne se regroupent pas pour vraiment pousser d'autres femmes en avant et en faire des têtes de liste. Ça, c'est quelque chose que nous devons encore travailler vaillamment. Malgré ce constat, grâce à la parité, les femmes occupent les secondes places. Et dans certains départements, elles sont têtes de liste. C'est le cas de Mariam Selikan avec la coalition Dundu. Et autre fait marquant, plusieurs noms connus du grand public ne verront pas l'hémicycle lors de cette 14e législature. Des figures de l'ex-Benno Bokk Yakaar, notamment Aminata Mbaresso. Sur les 41 listes en compétition pour les élections législatives anticipées du 17 novembre, des hommes politiques ayant occupé des postes de responsabilité dans leurs différentes formations politiques absentent sur la liste des investis. Aussi bien au niveau national que départemental, leur nom ne figure point sur les listes. Parmi ces personnalités, on peut citer Abdoulaye Wilane, président du conseil départemental de Kaffrine, porte-parole du Parti socialiste. Abdoulaye Wilane n'a pas été reconduit par sa formation politique. Député au Parlement de la CEDEAO, Abdoulaye Wilane va certainement perdre par conséquent son mandat de député si jamais la 15e législature avait arrivé à être installée. Autre figure politique qui sera sans doute absente à l'Assemblée nationale, Moussa Diakhaté, remplaçant de Pape Diop au poste de député. L'allié de Benno Bokk Yakaar s'était fait remarquer au cours de la 14e législature par ses positions tranchées en faveur du régime sortant. Dr Malik Diop, vice-président à l'Assemblée nationale et porte-parole de l'AFP, n'a pas été lui aussi reconduit sur la liste des investis. Ces derniers jours, il avait annoncé son départ de l'Alliance des forces du progrès, parti de Moustapha Niasse, un départ qui lui vaut sans doute cette exclusion sur les listes des investis pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. La plupart de ces personnalités sont des alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar. Quel avenir pour leur avenir dans le paysage politique? Autant d'interrogations pour le moment sans réponse.
Des personnalités qui ne feront pas partie de la 15e législature. Merci Aminata. Alors maintenant, dans le sud du Sénégal, le plan Diomaye pour la Casamance, les acteurs impliqués dans le processus de paix se félicitent de l'adoption des 22 mesures destinées à financer l'accompagnement des personnes déplacées et retournées de Casamance. Voyons tout cela avec Lamine Ba et Lamine Mandiang. Les 22 mesures adoptées en conseil interministériel destinées à financer le retour des populations déplacées et retournées de Casamance dans la période 2024-2025 est unanimement saluée par les acteurs impliqués dans le processus de paix en Casamance. Le plan Diomaye pour la Casamance va participer à consolider les acquis dans le processus de paix. Je l'ai toujours dit, parce que c'est d'ailleurs dans les demandes de pourquoi il y a eu le conflit en Casamance, parce qu'il y a eu des souffrances. Et aujourd'hui, si ce plan pour la Casamance prend en compte ces souffrances-là, je pense que ça peut ouvrir une grande porte aux autres factions qui vraiment avaient aussi l'aspiration que la Casamance soit développée, d'aller ou bien de poursuivre le négociation. Mais la société civile pense qu'au-delà de l'appui qui sera consacré aux personnes retournées et déplacées de Casamance, les autorités doivent intégrer l'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des ex-combattants du MFDC. Ces combattants doivent être pris en charge dans ce programme-là. Parce que ils ont quitté leur famille il y a plus de 40 ans. Ils ont marqué un pas historique. C'est un courage de déposer les armes. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans les demandes qu'ils ont, dans les discussions, il y a ces points qui contiennent dans les points de discussion que ce plan Diomaye puisse prendre en compte la réinsertion totale et durable de ces 255 combattants pour permettre aux autres factions ou aux autres combattants de dire nous allons également emboîter le pas à Dakar et rentrer à la maison pour le bien du Sénégal. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance pense qu'il faut au préalable faire l'évaluation des besoins sur le terrain avant de décider de la destination des ressources. L'enveloppe, elle semble consistante, mais je pense qu'il faudrait d'abord évaluer les besoins. Et aussi pour les personnes déplacées, il faut aller sur le terrain voir ce que les personnes déplacées ont le plus besoin. Est-ce que c'est les infrastructures? Est-ce que c'est la résilience? Est-ce que c'est les projets de développement? Est-ce que... Donc il faut aller évaluer, que ce soit pour les personnes retournées, pour les associations de femmes ou pour toute autre action, il faut faire une évaluation des besoins d'abord. La volonté politique est déjà à saluer, estime de son côté le maire de Kafountine. Mais l'enveloppe doit davantage servir à redynamiser un tissu économique profondément déstructuré par le conflit armé. Effectivement, parce que le potentiel est là. Les conditions sont là. Il suffit toujours de cette volonté politique des autorités centrales en mettant les ressources financières qu'il faut. Et là, la volonté est fortement exprimée. Et je pense qu'on va aller vers des actions concrètes et qui ont vraiment un impact réel pour transformer le tissu économique de la Casamance. Les 53 milliards dégagés pour financer le plan Diomaye pour la Casamance sur 2 tranches dans la période 2024-2025 est bien accueilli par les acteurs impliqués dans le processus de paix. Mais ils sont d'avis qu'il va falloir être très regardant sur la destination de cette enveloppe. Et faisons cap au nord. Saint-Louis accueille la commission de gestion des frontières. L'objectif est bien de maîtriser la délimitation des frontières avec les pays voisins pour éviter les conflits territoriaux et faciliter ainsi les relations internationales. Le point avec Ousseynou Diop et Habib Seck. La Commission nationale de gestion des frontières a clôturé à Saint-Louis les séries d'activités menées dans plusieurs régions du pays. Les différents participants ont exposé leur point de vue devant la Commission. Une recommandation de l'Union africaine à travers son programme Frontières. Selon le colonel Mamadou Moussandir, Saint-Louis constitue une étape importante de cette mission. On termine aujourd'hui par Saint-Louis, qui est relativement spécifique, compte tenu de tous les enjeux qui s'attachent à notre frontière avec notre voisin, les enjeux économiques, les enjeux sécuritaires, les enjeux donc de relations transfrontalières entre les communautés. La gestion des frontières, surtout des pays de l'Afrique de l'Ouest, est stratégique. Elle permet d'éviter les conflits territoriaux, facilite les relations internationales et protège les ressources entre 2 ou plusieurs pays. Pour le gouverneur de la région de Saint-Louis, après ces 48 heures d'échange, les acteurs locaux vont comprendre de manière précise la délimitation des frontières avec nos pays voisins, surtout la Mauritanie. Et enfin, en relation avec nos amis de la Mauritanie, qui sont nos voisins et nos parents, d'aller vers maintenant une délimitation exacte
de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Cela, nous le saluons parce que j'estime que le premier facteur de paix à la frontière, c'est la maîtrise du tracé de la frontière. Avec la délimitation des frontières, l'objectif premier est de consolider la paix avec les pays frontaliers. D'ici la fin de l'année 2025, le plan de politique nationale de gestion des frontières sera bouclé et remis aux autorités pour validation. En sport, le président de la Fédération sénégalaise de football se prononce sur la succession du sélectionneur Aliou Cissé. Maître Augustin Senghor prône l'expertise locale, priorité aux techniciens sénégalais d'ici et d'ailleurs. Le voici avec Cheikh Sadibou Diarra. La seule urgence qui vaille dans nos têtes, c'est de gagner ces 2 matchs pour nous qualifier, mettre le Sénégal sur l'orbite de la performance que nous lui connaissons et après seulement s'ouvrira donc la période de recherche d'un entraîneur. On espère qu'on n'ira pas chercher trop loin parce qu'aujourd'hui j'ai fait quand même l'éloge de l'expertise nationale. Je pense que mon comité ne me démentira pas. Notre priorité c'est cela. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé à l'ouverture extérieure, mais je pense que la première option, ça doit être de maintenir cette dynamique extraordinaire qui a fait qu'aujourd'hui nous avons fait tâche d'huile en Afrique. Si beaucoup de pays qui avaient l'habitude de prendre des entraîneurs étrangers, occidentaux, aujourd'hui se sont retournés vers l'expertise nationale, c'est parce qu'ils ont comme référence le Sénégal. On décidera peut-être pas forcément aujourd'hui, comme on a dit que ce n'est pas notre priorité, pour définir les critères de choix et peut-être travailler sur une liste restreinte pour remplacer Aliou. Bien entendu, sur place ici, nous avons des Sénégalais qui sont capables de le faire, mais aussi à l'extérieur, nous avons de dignes représentants qui sont capables de le faire. Mais c'est un choix qui devra être fait. La fédération le fera en relation avec l'autorité. Et restons avec les Lions. Depuis la victoire 3-0 face au Gabon en match de préparation, l'équipe nationale du Sénégal est sur 5 rencontres consécutives a marqué un seul but seulement. Une anomalie au regard de l'armada offensive selon des techniciens interrogés par Cheikh Sadibou Diarra, reportage. Revoir le Sénégal marquer plus d'un but dans une rencontre, une des grandes attentes sur le travail du staff intérimaire des Lions, avec quelques pistes de solutions. C'est dans l'approche offensive que nous avons failli. Nous n'arrivons pas à faire des attaques placées claires, ou bien faire des attaques rapides claires, bien menées, et pour trouver les bonnes occasions, les occasions nettes et marquer les buts. Donc souvent les attaquants se débrouillent pour se créer des occasions eux-mêmes et la finalisation devient difficile dans ces cas-là. Il faut qu'on arrive de façon beaucoup plus rapide pour surprendre l'adversaire dans le dernier tiers. Il faut que dans le temps de préparation, que l'adversaire n'arrive pas à déceler ce que nous sommes en train de faire parce qu'il y avait de la lenteur. Mettre du monde également dans la zone de finition. Ça, c'est clair que dans l'approche offensive, c'est cette option-là qui peut nous permettre d'espérer gagner et gagner très largement. Parce que une attaque sénégalaise performante, une possibilité grâce à plus de variété dans le dispositif, comme essayer un 4-4-2 losange avec Sadio Mané en pointe haute du milieu. Sadio Mané semble être également en très bonne forme, mais c'est pas le même Sadio qui joue de la même façon que nous allons avoir. Donc il faudra utiliser intelligemment, ce qui nous pousse peut-être à avoir une option Jackson Boulaye. C'est-à-dire que si vous avez Jackson Boulaye, vous avez deux garçons capables d'être très actifs dans la reconversion. Et pendant ce temps de reconversion, Sadio Mané, en toute intelligence, occupera la position de numéro 9 pour toute éventualité de contre-attaque, sans qu'il y ait rupture d'équilibre dans le bloc d'équipe. Donc je crois qu'il est possible de trouver une bonne homogénéité en combinant Jackson et Boulaye, parce que Boulaye est très en forme. Jackson, c'est le talent, il faudra construire autour de lui pour avoir une garantie, Inch'Allah, pendant des années encore devant, parce qu'il a l'étoffe de ce grand buteur qu'il nous faut. Se donner une marge de sécurité en marquant plus d'un but pour éviter des égalisations de dernière minute, c'est à la portée du Sénégal devant le Malawi qui est sur une série de 3 défaites de suite. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Pape Abdoulader et son invité. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.
Afrique.